direct depuis la station télé de Minnesota avec votre camarade Madeleine Kondo pour Planète Afrique. Comme on dit souvent, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Notre premier direct ce soir est consacré exclusivement à la Côte d'Ivoire, à l'actualité politique en Côte d'Ivoire, je vais dire. Mais quand même, on va prendre le temps de survoler aussi l'actualité africaine. Et on aura ce soir un pays d'excellence, non seulement la Côte d'Ivoire, mais le Sénégal qui va rentrer dans l'ère de ses présidentielles et le Mali qui a fini ses présidentielles. Et on va essayer de vous parler de tout ce qui s'est passé pendant les élections maliennes. Et en fonction de ça, nous allons aborder le sujet sénégalais. Et comme on dit, on verra ce qui est répété, qui va être répété, et les leçons que les uns et les autres ont plus ou moins tirées. Alors ce soir, comme je l'ai dit, la première émission, notre premier direct, se portera sur la Côte d'Ivoire, la crise ivoirienne. Va-t-on vers une résolution finale ou alors un autre chaos? Actuellement, tous les Ivoiriens et tous les Africains qui aiment la Côte d'Ivoire retiennent leur souffle compte tenu de tout ce qui est en train de se passer. On a pensé que avec la libération des 800 prisonniers politiques que le pouvoir d'Abidjan et les autorités européennes avaient jusque-là nié, ils sont parvenus, tous ces individus et ces organisations sont parvenus à accepter, à reconnaître qu'il y avait des prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Leur libération, nous avons tous pensé que leur libération allait sonner le glas de la fameuse réconciliation que tous les Ivoiriens, tous les Africains épris de paix et de justice recommandent, souhaitent et veulent à n'importe quel prix voir se réaliser en Côte d'Ivoire. Mais il se trouve que avec la libération de Mme Simone Gbagbo, l'épouse du président Gbagbo qui est détenue à La Haye depuis près de 7 ans, tous, nous avions pensé que en tant que mère, en tant que fille, en tant que grand-mère et en tant qu'actrice de la scène politique ivoirienne non négligeable, je dirais même elle est une figure incontournable. Nous avions pensé que avec ce qu'on sait d'elle, sa détermination et son sens du savoir et son intelligence, nous allions amorcer vraiment les débuts de la réconciliation. Mais il se trouve que les principaux acteurs politiques, à part ceux qui sont sortis de prison, les principaux acteurs politiques sont en train de s'embourber encore dans une autre crise. Nous retenons notre souffle, comme je l'ai dit, parce que nous ne voulons pas encore que nos rues, les grandes rues d'Abidjan, soient jonchées de cadavres, comme ça a été le cas après les élections. Alors, je vais essayer de m'attarder sur le cas Alassane Dramane Ouattara, Henri Konan Bédié, c'est-à-dire la crise au sein du RHDP. Nous avions pensé qu'avec le départ du PDCI plutôt et de M. Henri Konan Bédié du RHDP, le divorce serait consommé et que les uns et les autres allaient avoir le temps, sinon prendre le temps de réviser ce qui n'a pas marché, de voir pourquoi ils sont arrivés à l'éclatement du RHDP, mais il se trouve que les choses sont encore en train de se compliquer.
En ce sens que le départ de M. Henri Konan Bédié et du PDCI, du RHDP, n'a pas été vu comme quelque chose que M. Alassane Dramane Ouattara lui-même a occasionné. Parce que pour ce qu'on sait du RHDP, de la création du RHDP, du fonctionnement du RHDP, il s'est trouvé que tout ça a eu lieu simplement parce que il fallait une alliance pour aller contre le FPI, la mouvance présidentielle et le président Gbagbo. Mais la création du RHDP s'est faite sur des bases, sur des compromis, sur des principes que toutes les deux parties, c'est-à-dire le parti PDCI-RDA et le RDR, ont accepté à leur table de suivre, d'accepter, en ce sens que ils ont beaucoup insisté sur l'alternance politique. C'est-à-dire après les 2 mandats du RDR au sein du RHDP, du RDR, il devait être question des 2 prochains mandats du PDCI au sein du RDR. Mais on a lu dans la presse que certains leaders du RDR ont dit qu'ils n'ont jamais fait la promesse de donner le pouvoir au PDCI et à M. Henri Konan Bédié. Et c'est ce qui a créé cette discorde, cette crise, au point où le RDR est resté au sein du RHDP, tandis que le PDCI, RDA et M. Henri Konan Bédié, avec tout son groupe, sont partis du RHDP. Mais M. Alassane Dramane Ouattara a décidé de mettre le PDCI RDA au sein du RHDP. Ce que M. Henri Konan Bédié a refusé. Et en allant, il est allé avec les gens du PD, il est allé avec les gens du PDCI. Et il se trouve que ceux du PDCI qui étaient acquis à la cause, du RDR, qui étaient proches du RDR et de M. Alassane Dramane Ouattara sont restés. Et donc, ça crée des résolutions que le PDCI-RDA a adoptées pendant ces réunions au point de révoquer ces membres-là, c'est-à-dire M. Adjoumani, qui d'ailleurs aujourd'hui, même où je vous parle, insiste qu'il demeure un élément clé du PDCI-RDA. D'ailleurs, même il n'a pas été convoqué à la réunion que M. Henri Konan Bédié a convoquée, qui s'est déroulée aujourd'hui, lundi, à Daoukro. Et aux dernières nouvelles, M. Adjoumani a été forcé par des jeunes qui ne voulaient pas le voir là-bas et il a été obligé de quitter les lieux. Alors, c'est pour vous dire que on ne tend pas vers une résolution finale de la crise. Au contraire, tous les éléments sont réunis pour que la crise, c'est-à-dire ce feu-là, se rallume et prenne beaucoup plus de vigueur. Parce que quand on regarde les acteurs politiques, aucun d'entre eux ne veut faire de concessions. Mais s'il doit y avoir concession, si vraiment nous devons parler de concessions, je pense que les concessions doivent partir du RDR pour le compte du PDCI. Parce que le PDCI s'est senti lésé, s'est senti trahi. Le PDCI aujourd'hui pense que le RDR a abusé de sa fonction. Parce qu'ils ont donné leur parole pour accompagner le RDR aux élections, les supporter. Et c'est ce qui s'est passé. Mais en retour, le fameux rappel de Daoukro qui disait qu'il fallait qu'ils se mettent avec le RDR pour les élections, faire gagner le RDR, supporter le RDR pour ses 2 mandats, et après, c'est leur tour, ce que le RDR refuse. Alors, nous sommes partis pour de bonnes guerres. Aux dernières nouvelles, on a appris même d'ailleurs
que M. Alassane Draman Ouattara a envoyé M. Kablan Duncan à Daoukro hier pour rencontrer M. Bédié et lui faire signifier le message de M. Alassane Draman Ouattara. Ce message disait qu'il fallait que M. Bédié évite, sinon s'abstienne, à dire publiquement qu'ils continuent et ils restent sur leur position et ils ne veulent pas faire partie du parti unifié. Donc on est parti du RHDP au parti unifié maintenant. On ne parle plus du RHDP, mais on parle maintenant du parti unifié. Or, ce projet de parti unifié devait voir la phagocytose du PDCI-RDA. C'est-à-dire qu'on n'allait plus parler du PDCI-RDA et beaucoup de militants, et pas des moindres, ne veulent pas entendre parler. Parce que le PDCI-RDA est le parti le plus ancien. Comment se fait-il que le PDCI-RDA doit disparaître au profit du RDA ou bien du parti unifié? On a vu comment le RDA, au sein du RHDP, a gouverné. Le PDCI était presque en silence, avait presque disparu. On ne parlait pas trop, tout ce qui se faisait, cela se faisait autour du RDA. Je pourrais même dire en la personne du RDA, quand bien même que c'est un parti, mais on peut, entre parenthèses, dire, ou bien dire, parler de la personne du RDA parce que tous les actes qu'on posait, tous les actes que le pouvoir d'Abidjan posait reflétaient plutôt et aussi surtout les actions, les actes et tout ce qui pouvait donner à penser que c'est le RDA qui gouverne. Alors, c'est tout ça qui a créé ces graissements de dents, cette crise, ces palabres que M. Alassane Draman Ouattara aujourd'hui veut chercher à régler. Mais, compte tenu du fait qu'ils ont trompé leur partenaire d'hier, aujourd'hui, personne ne veut, c'est-à-dire au sein du PDCI-RDA, personne ne veut accepter le principe de la parole donnée du RDA, le principe de la parole donnée au RHDP. Parce que tu m'as trompé une fois, qu'est-ce qui prouve que tu ne vas pas me tromper encore? Et c'est ce que nous entendons sur les lèvres des militants du PDCI. Et dans ça aussi, M. Alassane Draman Ouattara a utilisé et continue d'utiliser tous les moyens pour intimider, pour régler des comptes avec ceux qui sont partis du parti du RHDP, c'est-à-dire les gens du PDCI qui sont partis avec M. Henri Konan Bédié, qui ont quitté le RHDP. On démet des gens de leurs fonctions, des élus du peuple, on saisit, ou bien on démet certaines personnes, ou bien on veut engager des poursuites judiciaires contre certaines personnes, d'après le pouvoir d'Abidjan dirigé par M. Alassane Draman Ouattara, qu'ils auraient commis des exactions ou bien qu'ils auraient commis des manquements dans la gestion. C'est-à-dire qu'ils auraient détourné de l'argent. Simplement, c'est là le terme. Mais M. Alassane est venu au pouvoir, il n'a jamais cherché à déclarer ses biens. Ou du moins ce qu'il a déclaré. Au jour où nous parlons aujourd'hui, si on veut faire l'état des lieux, si on veut faire l'inventaire de ce que M. Alassane a, nous dirons qu'en 10 ans, je dis même pas 10 ans parce qu'il n'a pas encore fini son second mandat, vous allez avoir vos cheveux qui se dressent sur la tête. Quand on parle des sommes colossales qu'il a dans des comptes des États-Unis ici, ou alors dans d'autres paradis fiscaux, ce n'est pas nous qui le disons. Ce sont les autorités américaines, ce sont les autorités, les grandes instances financières du monde qui ont mis ça
sous presse, comme quoi il aurait détourné 27 000 milliards et tout ça. Bon, ce sont de grosses sommes. Ce que nous savons, c'est qu'aux États-Unis ici, quand vous avez 50 000 francs du coup comme ça sur un compte, les gens cherchent à savoir d'où vient cet argent, comment vous l'avez eu, et même on vous convoque à la banque. Bon, 27 000 milliards, quand même, les amis, quelle que soit la façon dont vous les transportez, ça ne peut pas passer inaperçu. Et je pense, je crois, et il me semble que cette somme-là, la totalité de cet argent ne peut pas partir comme ça du tout. Ça a été des virements en virements, des virements qui sont même allés passer par des pays étrangers, partout ailleurs, avant de revenir à la source. On dit il faut brouiller les pistes. Il faut effacer vos traces. C'est-à-dire, il faut que les gens se rendent compte que vous n'êtes jamais passé par là. Et donc, c'est comme ça que cet argent-là a voyagé. Mais s'ils peuvent mettre les yeux, s'ils peuvent avoir les yeux, s'ils peuvent avoir les moyens de regarder 50 000 $ que quelqu'un dépose sur son compte, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas pu voir ces grosses sommes d'argent. Alors, sont-ils en train de nous distraire? Sont-ils en train de dénoncer quelque chose? Sont-ils en train de dénoncer quelque chose de vrai? Ou alors, c'est purement de la distraction? Et là, ils sont les seuls à nous éclairer sur cette affaire. Ils sont les seuls à nous donner ce qu'ils ont comme renseignement ou bien ce qu'ils ont comme preuve de toutes ces transactions et comment ça s'est passé, les personnes interposées. Et c'est là le problème. Bon, concernant les règlements de compte, voilà un cas simple. Il veut se tourner, M. Alassane Draman Ouattara veut se tourner vers l'Assemblée nationale. Parce que pour eux, le Sénat ne fonctionnerait pas comme il se devait. Mais au nom des Ivoiriens, au nom des Africains, au nom des intellectuels de ce monde, nous voulons savoir pourquoi M. Alassane Draman Ouattara estime ou alors pense, sinon croirait, que le Sénat ne fonctionnerait pas correctement. Je pense que c'est de sa faute. Il l'a occasionné et il a causé tout ce cafouillage-là. Parce que dans la composition du Sénat, je crois qu'il y a 33 des membres qui devaient être nommés par M. Alassane Draman Ouattara. C'est là où je reviens pour insister sur son mode d'opération. M. Alassane Draman Ouattara a l'art de faire chanter les gens. Sinon, vous savez très bien que vous devez nommer des gens au Sénat pour que le Sénat soit au complet pour fonctionner. Depuis l'élection des membres du tiers, je ne sais pas, des 2 tiers du Sénat, qu'est-ce qui a empêché M. Alassane Draman Ouattara de nommer ces gens jusqu'au jour d'aujourd'hui? Pourquoi il ne les a pas nommés? Ça veut dire qu'il a joué aussi avec l'argent des contribuables. Je voudrais savoir, et au nom des Ivoiriens, la question que nous devons poser, ceux qui ont été nommés, perçoivent-ils des salaires? Et qui a autorisé les salaires? Si ils perçoivent des salaires et que cela a été autorisé, alors pourquoi ils ne peuvent pas travailler? Ça veut dire qu'ils sont payés sans accomplir des tâches professionnelles. Nous parlerons dans ce cas de vol ou bien de détournement de l'argent des contribuables.
Maintenant, si le Sénat fonctionnait, ça veut dire que les membres qui n'ont pas encore été nommés pour rejoindre le Sénat font que le Sénat ne fonctionne pas correctement, c'est-à-dire les institutions ou bien les sous-institutions ou bien les sous-organes du Sénat ne fonctionnent pas comme il se devait. Alors, s'ils ne fonctionnent pas comme il se devait et que ces gens-là perçoivent des salaires, M. Alassane Dramane Ouattara s'est mis dans cette affaire lui-même. C'est-à-dire, il s'est tiré lui-même une balle dans le pied et il a rechargé son revolver ou alors son fusil. Alors, il nous doit des explications. Il doit des explications aux contribuables. Il doit des explications à tous les fils de Côte d'Ivoire. Et dans ces conditions-là, je pense que lui et tous ceux qui ont contribué à ces sommes d'argent, à ces sorties d'argent pour des salaires, pour des entretiens ou pour des déplacements au compte du Sénat, ils doivent rendre compte. Ils doivent être poursuivis. Ils doivent rendre compte aux contribuables. Parce qu'on a comme l'impression qu'en Côte d'Ivoire, sous la gouvernance de M. Alassane Dramane Ouattara, c'est seulement les pauvres qui payent les impôts, ce sont les pauvres qui dépensent de l'argent, ce sont les pauvres qui subissent tout ce qui est problème en Côte d'Ivoire. Ceux-mêmes qui devaient avoir, qui ont l'argent, qui devaient avoir l'argent, qui ont eu à prendre de l'argent sur des budgets ou bien dans les têtes et tout ça pour faire je ne sais quoi, c'est ceux-là encore qui bénéficient des traitements particuliers. On demande à des gens qui n'ont pas pu vendre leur cacao de payer des frais scolaires pour leurs enfants. Pendant que ceux qui sont ministres, ceux qui dirigent, ils ont leurs enfants à l'étranger, aux États-Unis, où la scolarité est très élevée, et ils ont leurs enfants là-bas qui vont à l'école. Alors, la solidarité même des maires de la ville d'Abidjan devait se mettre en place. Mais pourquoi cette solidarité-là est inexistante? C'est dû simplement au fait que tous ces maires-là, beaucoup sont dans le collimateur de M. Alassane Dramane Ouattara. Et à tout moment, il peut monter une affaire contre eux sur, par exemple, des détournements de fonds, parce que, comme je l'avais dit dans une de mes émissions, j'ai dit, l'Ivoirien, tout ce qu'il aime, l'argent et le sexe. Quand ces deux faits-là sont réunis, vous êtes tranquille. Vous pouvez faire ce que vous voulez, l'Ivoirien ne va pas vous déranger. Et comme ils savent comment ils sont arrivés au pouvoir, beaucoup parmi eux, c'est des fonds, c'est des grosses sommes d'argent qu'ils gèrent dans les mairies ou bien dans les affaires, les attributions de marché et tout ça. Et donc, il y a toujours des situations de corruption, de détournement et tout ça. Donc, c'est ça qui fait que, quand bien même ils voudraient, par solidarité, rejoindre M. Apossi pour le défendre, pour l'aider, pour le supporter, ils ne peuvent pas parce qu'eux-mêmes, dans leur entourage, il y a aussi ce qu'on appelle l'épée de Damoclès qui est sur leur tête, qui peut tomber à tout moment. Parce que beaucoup parmi eux, la gouvernance d'Abidjan, c'est-à-dire le pouvoir d'Abidjan, c'est un pouvoir qui est là pour se remplir les poches. Eux tous, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes, que ce soit les plus jeunes, ou bien les vieux, les barons, les gens même qui ne peuvent pas tenir debout pendant 10 minutes s'ils ne s'appuient pas sur quelque chose, ou bien s'ils ne tiennent pas des cannes, tous ceux-là, ils sont dans cette logique de l'égoïsme, de la gestion personnelle de ce qui appartient au public. Et donc, ils sont dans
cette situation-là et ils ne peuvent pas. Même s'ils voient la vérité, ils ne peuvent pas parce qu'eux-mêmes, ils sont tous, sans exception, ils sont tous frappés au cou. On a vu la liste des milliardaires. Les gens qui sont venus au pouvoir, peut-être qu'ils n'étaient que des simples fonctionnaires, qui sont venus au pouvoir, en moins de 10 ans, celui-là a plus de 150 milliards, celui-là a 240 milliards, celui-là a 300 et quelques milliards, celui-là se pavane avec une note de 500 000 francs, de 500 000 dollars, des trucs comme ça. Ça veut dire que il n'y a personne qui est propre parmi eux. Donc, personne ne peut dire que comme il s'en va, ou bien il apprête quelqu'un, ou bien il accuse quelqu'un, par solidarité, on doit être du côté de cette personne-là, ou alors on doit faire valoir l'immunité de cette personne. Ils ne peuvent pas. Personne ne peut le faire. Ce même que M. Alassane Dramane Ouattara a décidé de nommer comme sénateur, compte tenu du fait qu'ils sont sur cette liste-là et ils attendent leur nomination. Pensez-vous, mes chers compatriotes, et à tous les Africains, je demande ceci, pensez-vous que des gens qui sont sur une liste d'attente pour être nommés comme sénateurs par M. Alassane Dramane Ouattara, pensez-vous que ces gens-là peuvent s'exprimer librement? Pensez-vous que ces gens-là peuvent se démarquer ou alors quitter carrément le groupe pour dire que non, là où on entraîne la population, ou bien là où on est en train d'envoyer le pays, c'est pas normal, il faut que je me retire. Ils ne peuvent pas, parce qu'eux ils sont accrochés à cette affaire de nomination. Ils attendent ces postes-là. Prenons le cas, par exemple, de M. Aoussou. C'est quelqu'un qui est, c'est-à-dire, il est en même temps la pluie et le beau temps. Il souffre le chaud et le froid. Parce que, d'après ce qu'on sait, il est PDC. Mais pour que le choix se porte sur sa personne, comme le président du Sénat, quand on se réfère aux pratiques de M. Alassane Dramane Ouattara, c'est-à-dire les rancunes qu'il traîne comme des casseroles derrière la voiture d'un couple de jeunes mariés, vous êtes censé savoir que si M. Aoussou ne jouait pas son jeu, il n'allait pas être là où il est. Ça, c'est un. 2. M. Aoussou a été nommé depuis longtemps, après avoir remporté les élections au niveau du Sénat. Mais, depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'il a posé le problème comme quoi il a besoin de tous les sénateurs pour constituer le groupe ou bien le sous-groupe pour le fonctionnement correct, normal, voulu et souhaité du Sénat? Peut-être qu'il l'a fait. Mais s'il l'a fait et que personne n'a répondu à son appel, je pense que dans les textes, ça devait être prévu. Si ce n'est pas le cas, ça devait être prévu en cas de crise ou alors au cas où le chef de l'État veut gérer le Sénat comme sa poche, c'est-à-dire son porte-monnaie, son portefeuille. Qu'est-ce qui est l'alternative? Quelles sont les lois qui lui permettent de renoncer à ce comportement ou alors qui l'empêchent de se comporter de la sorte? Alors nous voyons la grande image du dysfonctionnement du Sénat à travers M. Alassane Dramane Ouattara, mais surtout par le comportement de M. Aoussou, qui est le président du Sénat. Vous avez tenu à créer un Sénat, d'abord même qui ne nous sert pas, dont on n'en a pas besoin, avec tout l'argent que vous avez dépensé, que vous avez gaspillé, je dirais, pour toute cette affaire,
Et depuis lors jusqu'à ce jour, le Sénat ne fonctionne pas correctement. Alors, s'il ne fonctionne pas correctement, à qui la faute? Maintenant, si vous ne savez pas comment ça fonctionne, vous aurez dû prendre le temps d'aller vers les pays qui ont des Sénats, voir comment ça fonctionne, aller à l'école du Sénat avant de chercher à instaurer, sinon à imposer un Sénat en Côte d'Ivoire. De façon à ce que vous puissiez tirer le bien fondé qui vous a animé, qui vous a motivé à adopter cette structure-là dans notre pays, de façon à ce qu'elle fonctionne, c'est-à-dire que le Sénat fonctionne correctement pour servir les Ivoiriens, pour servir les intérêts du peuple, pour que tout le monde, à un moment donné, renonce au fait qu'on avait refusé au départ. Mais voilà ce que le Sénat est en train de faire. OK, pour cela, on va accepter, on va avoir de la patience, et on va leur donner la chance de voir ce qu'ils peuvent faire, tous ces sénateurs. Alors, tout ça, maintenant, M. Alassane veut se tourner vers l'Assemblée nationale. Et pourquoi? Vous créez des situations, vous mettez les Ivoiriens dans la confusion, il y a des manquements, il y a du chantage, c'est-à-dire que vous êtes les seuls, pour ne pas dire le seul, à tirer les ficelles. Vous faites le bonheur, vous faites le malheur, vous faites les maladies, vous dérangez, vous arrangez, vous créez des cafouillages, vous cherchez à résoudre les problèmes que vous-même vous créez. Et dans toute cette bouillabaisse-là, qui souffre, c'est les plus démunis, comme je l'ai dit dans la première partie. C'est les plus pauvres. C'est ceux qui ne sont pas de la rébellion, dans la rébellion, qui n'ont pas supporté de la rébellion, c'est tous ceux-là qui souffrent. Ceux, même dans l'exercice de leur fonction, qui devaient défendre les institutions de la République, beaucoup parmi eux se sont retrouvés en prison. Il y a des gens qui ne répondent même pas à l'appel. Plus de 200 prisonniers qu'on ne retrouve pas. Qui figurent sur les deux listes, je ne veux pas dire les deux fichiers, c'est-à-dire le fichier de l'opposition et le fichier du pouvoir. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas où ils sont. Ils sont plus de 200 qu'on n'arrive pas à retrouver. Mais il faudrait que ces gens-là sortent. Là où ils sont, là où on les a cachés, là où ils sont partis, s'ils sont partis en voyage, si vous leur avez donné des bourses, je m'adresse au gouvernement, si vous leur avez donné des bourses pour aller étudier ou bien de l'argent pour aller faire des affaires, il faut les rappeler. Pour leur dire que le fait qu'ils manquent à l'appel, ça vous engage. Et vous devez des explications à leur famille. Donc, dans ce cas, il faut leur faire appel pour qu'ils rentrent au pays, pour apaiser les familles, pour que les gens soient tranquilles, qu'ils sachent que leurs parents sont vivants, pour qu'on avance. Alors, de ce fait, nous allons entamer une plage musicale et après, nous allons aborder la dernière partie qui concerne les élections présidentielles en Afrique, surtout en Afrique francophone, et son cortège de problèmes, de crises et comme je disais la dernière fois, on a comme l'impression que les opposants africains ne veulent pas du pouvoir. Mais là, on va essayer de se parler, de s'expliquer pour que chacun de nous comprenne, ou bien pour que les auditeurs sachent vraiment de quoi il s'agit. Alors, une plage musicale pour détendre un peu et on passe à la dernière partie de notre émission de ce soir.
toutes vos informations en politique, en économie, en sport, en santé, retrouvez Yves Kenao sur Tempo Afrique TV, la station de l'éveil du continent africain. Ok. Les amis, nous sommes de retour pour la dernière tranche de notre émission. Comme je vous l'ai dit, elle est consacrée aux élections présidentielles en Afrique. On m'a donné une nouvelle hier concernant le Sénégal. J'ai presque perdu ma langue. Les gens sont actuellement en train de se préparer pour le présidentiel et il se trouve qu'il y a près de 100 candidats, sinon plus, aux élections présidentielles au Sénégal. Si on prend le cas du Mali qui vient de finir ses élections présidentielles, il était plus d'une vingtaine. Les dernières élections ivoiriennes, il y avait plus d'une dizaine de candidats. Alors, quand on regarde, on se demande si vraiment l'opposition, c'est-à-dire la vraie opposition même dans tous ces pays, je n'ai cité que ces trois-là, mais je pense que ce sont des problèmes qui sont rencontrés dans tous les pays. Parce que la majorité, la grande majorité de ces pays-là a été colonisée. Et presque par les mêmes personnes, ou par les mêmes pays. Donc les choses se font de la même façon. De la même façon. Si on prend le cas d'un pays comme le Sénégal, près de 100 candidats, où est-ce que vous allez avec ça? L'opposition ne peut pas se regrouper, choisir quelqu'un et tout le monde s'aligne derrière lui pour être opposé à M. Macky Sall, au président Macky Sall pour les élections. Et j'ai même, on m'a dit, le journaliste avec qui j'ai parlé m'a dit que 80% de ces candidats-là sont des pseudonymes, ou bien sont des marionnettes, ou bien sont des... Je ne sais pas comment expliquer ça. Sont des sosies, ou bien des jumeaux de M. Macky Sall. C'est-à-dire, ces gens-là roulent pour le pouvoir en place. C'est-à-dire, ces gens-là roulent pour M. Macky Sall. Et pourtant, ils se font passer pour une opposition. Donc, ils sont mélangés à ceux-mêmes qui constituent la vraie opposition. C'est des marionnettes. Ils reçoivent de l'argent. C'est parti. Pour distraire les électeurs. Alors, si l'opposition sait ça, mais que l'opposition refuse d'aller à une coalition pour choisir un seul candidat, pour ne pas disperser leurs forces, leurs voix, leurs énergies, si l'opposition refuse cette fusion-là, alors on se demanderait, est-ce que cette opposition sénégalaise-là veut arriver à aboutir à une alternance politique? C'est-à-dire, est-ce que vraiment cette opposition-là veut un jour gouverner? Parce que vous voyez le problème qui vous mine. Vous voyez comment vous pouvez résoudre ça et vous refusez la résolution. Donc vous voulez demeurer opposant à vie jusqu'à vieillir et après vous passez le flambeau à votre fils ou bien à votre fille dans votre parti comme Marine Le Pen et son père. Je ne sais pas. Au Mali, il y a eu plus d'une vingtaine de candidatures. Il y en a parmi eux qui avaient de l'argent pour être représentés dans tous les bureaux de vote avec le pouvoir en place.
Il y en a par contre qui n'avaient pas de représentants dans certaines régions. Et les régions où le pouvoir en place était fortement représenté, vous savez très bien que c'est dans ces régions-là que s'il devait y avoir fraude, la fraude s'installe. Parce qu'il n'y a personne pour contrôler le bureau de vote, il n'y a personne pour contrôler les listes électorales pendant le vote, pendant que se déroule le vote. Et donc, c'est facile que les gens soient là pour remplir des enveloppes et puis jeter dans les urnes et puis aller faire compter. Cela nous ramène au cas de la Côte d'Ivoire, où certaines régions, pour les élections de 2010, qui ont opposé M. Henri Konan Bédié, M. Alassane Draman Ouattara et M. Henri Konan, M. Laurent Gbagbo, il y a des régions du Nord où la fraude était tellement flagrante, c'est-à-dire le nombre d'inscrits était inférieur au nombre de votants. C'est-à-dire vous prenez une région où il y a 1200 inscrits sur la liste, où il y a 1200 inscrits sur la liste, et il y a 2500 ou 3000 qui ont voté. Mais d'où sont venus ceux-là? Pas plus tard que la semaine passée, ils ont mis les cartes d'identité de monsieur Nguyen. Son vrai nom, je crois, il s'appelle Cissé quelque chose. Mais il avait une carte d'identité ivoirienne où dessus il était Koné Ibrahim, un truc comme ça. Mais c'est tout ça que nous déplorons pour dire que on demande des réformes des commissions électorales indépendantes, comme avant-hier ça a été le cas. J'ai même dit à mes collaborateurs de Tempo Afrique que le cas du Togo, de la CENI, on peut passer toute l'année, c'est-à-dire du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2018, chaque jour, on peut faire une émission sur la CENI togolaise, mais on ne finit jamais d'en parler. Parce qu'au fur et à mesure que le temps passe, au fur et à mesure qu'on avance, qu'on se rapproche de la date des élections, il y a des situations qui naissent, qui vous donnent froid dans le dos. Parce que j'ai suivi et à M. Kenao, qui disait que parmi les opposants, vous allez voir qu'à la dernière minute, il y en a qui vont trouver que non, comme on a décidé, on a demandé les réformes au niveau de la CENI et qu'ils ont amorcé, on peut aller aux élections. Mais accepter d'avoir du concret, accepter de voir si vos revendications ont été suivies, exécutées, pour que cela profite à tout le monde. Parce que cette affaire de commission électorale indépendante dont on parle, c'est seulement dans les pays tiers ou dans les pays colonisés. Simplement parce qu'on ne fait pas confiance au système en place. On ne fait pas confiance au leader, sinon le président sortant. On ne lui fait pas confiance. On sait que les choses ne vont pas se faire de façon transparente. C'est pour ça qu'on exige une commission électorale indépendante. Sinon, aux États-Unis, il n'y a pas de commission électorale indépendante. Ils organisent leurs élections. Il y a des garde-fous. Tout le monde se plie à ça. On sait qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite, mais il se rapproche quand même un peu de la perfection par rapport à ce qui se passe chez nous, par rapport à ce qui se fait chez nous. En France, il y a deux partis. À l'intérieur des deux grandes tendances, il y a les modérés, il y a les extrêmes droites, les extrêmes gauches, les centristes, les conservateurs. En Grande-Bretagne, la même chose aussi. Aux États-Unis, il y a les démocrates et les républicains. Et puis bon, chacun
cherche à savoir où il peut se retrouver. Mais des pays où vous n'avez même pas la puissance, vous ne pouvez même pas vous soigner. Rares sont ceux qui mangent 2 fois par jour. Vous allez au Délestin, il y a plus d'une vingtaine. On gaspille de l'argent avec des griots, on fait n'importe quoi. Au bout du compte, on revient, c'est les mêmes bêtises qui reprennent. Mais si j'ai quelque chose à dire ce soir, je m'adresse plutôt aux plus jeunes. Vous devez vous organiser. Les jeunes Africains, les intellectuels, doivent s'organiser de telle sorte que ces gens que vous avez toujours vus sur la scène politique, vous devez arriver à leur faire comprendre. Vous devez arriver à leur faire comprendre qu'ils ne sont plus les bienvenus. Ils ne peuvent plus vous tromper. Vous pouvez prendre votre destin en main. Vous pouvez partir de rien. On a suivi un peu comment s'est fait l'élection de M. Barack Obama. Au moment où Hillary Clinton était dans les grandes villes, avec les gens qui avaient l'argent, les gens connus en train de faire les grandes campagnes, manger les plats de 100, 550, 200 $, M. Obama a lancé ses ambassades, a lancé ses militaires, a lancé les jeunes qui étaient avec lui dans les campements, les petits villages, afin de recenser les gens, s'assurer que les gens avaient des cartes d'identité, avaient des pièces valables pour voter. Au moment où il a fini de ratisser la base, il a fini ce qu'il devait faire avec la base, les gens ont commencé à converger vers les villes, vers les grandes villes. Et c'est comme ça qu'il s'est imposé lui-même un électorat fort, des gens fidèles, des gens qui étaient convaincus qu'ils allaient le suivre. Et je pense que les jeunes, vous pouvez le faire. Si vous êtes animés de bonne volonté, si vous êtes venus à la politique parce que vous voulez que votre village, votre communauté, votre canton change vers l'évolution, vous pouvez à votre niveau vous organiser. Vous pouvez à votre niveau vous contacter parce qu'on peut vous parler. Mais si vous avez votre dignité et vous savez ce que vous voulez pour votre communauté, votre conscience sera très difficile à acheter. Et dans ce cas, les gens vous prendront aussi. Alors, ce n'est pas perdu. L'espoir est permis. Mais la détermination surtout, vous ne devez pas vous éloigner de ça. Parce que tous ces pays avancés, qu'est-ce qui s'est passé? Si les gens ont perdu la guerre dans ces pays avancés-là, à votre avis, qu'est-ce qui a été le problème? C'est la détermination. Ceux qui défendaient leur terre étaient décidés. Avec la détermination, ils ont défendu leur terre avec bec et ongles. Les gens peuvent venir avec la technologie, mais ce n'est pas la technologie qui gagne la guerre. On a vu la guerre du Vietnam. Ils ont envoyé toutes sortes de technologies là-bas. Mais la détermination du peuple vietnamien a fait que tous ces grands pays-là ont eu à fléchir. Je reviens encore sur l'image de la brindille du balai. Seul, même un bébé peut la casser. Mais si on attache plusieurs brindilles ensemble pour faire un balai, le balai devient tellement solide que vous êtes obligé, même un adulte, vous êtes obligé d'utiliser un couteau ou une machette pour couper ce balai-là en deux. Alors réfléchissez, pensez à ça, organisez-vous, l'avenir vous appartient. L'Afrique a des potentialités. Quand je regarde, je vais sur les réseaux sociaux et que je vois des jeunes qui partent de rien et ils font des réalisations. Des gens qui ont déjà créé des hélicoptères qui volent. Même si c'est à basse altitude, c'est déjà un pas.
Et ils sont partis de quoi de... Mais s'ils arrivent à le faire, ça veut dire que vous pouvez avancer, vous pouvez sortir l'Afrique du sous-développement. Comptez sur vous-même d'abord. Comptez sur vous-même d'abord, organisez-vous, faites-vous confiance et fixez-vous un objectif. Vous y arriverez. C'était ma chronique de ce soir depuis Minneapolis avec votre serviteur, M. Yann, et votre camarade Madeleine Condé. Désormais, ce sera ainsi 19h, heure de Minnesota, 20h, heure de New York, tous les lundis, soir, on sera avec vous. Depuis votre station préférée, pour votre émission qui est à sa deuxième édition aujourd'hui, Planète Afrique, présentée par votre camarade Madeleine Condé. Merci de partager cette soirée avec nous. Depuis Tempo Afrique TV, votre station de référence. Et que Dieu vous garde, que Dieu nous accompagne et que Dieu bénisse l'Afrique. Merci et à bientôt.